Bien, bonjour à tous et bonjour dans une nouvelle édition des Paroles libres enregistrées pour vous dans les locaux de l'AFPOLS comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, il sera à nouveau question de services, mais sous un angle que nous n'avons pas encore traité et que l'actualité du secteur nous suggère avec la publication d'un court rapport. Il s'agit du financement des services proposés par les bailleurs et nous faisons le pari qu'il était attendu ce rapport et qu'il sera bien utile. Notre premier invité, William Le Goff, que je salue, en est l'auteur, directeur des études prospectives à la Fédération nationale des OPH, des offices publics de l'habitat. Et le titre du rapport, donc, l'offre de services des bailleurs sociaux publics, quelle réponse aux besoins locaux et quel financement. Il est issu, ce rapport, William Le Goff, d'une étude conduite avec CMI Stratégie et qui a été publiée assez récemment, c'était en février 2025. Vous serez rejoint en deuxième partie par ce que nous appelons notre discutante, Isabelle Rueff, directrice générale d'Alpes-Isère Habitat, présidente de l'Institut HLM de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, comme on le sait. C'est un lieu de débat, vous le connaissez, je pense, de travaux entre acteurs de RSE, pas forcément qu'en interne, externe au logement social. Et donc Isabelle Rueff viendra débattre avec vous des propositions de ce rapport à partir de son expérience dans la région, dans sa région, et également de sa vision propre. Voilà, elle dirige également un OPH très innovant dans ce domaine des services, on le signalera au passage, ce n'est pas le cas de tous les OPH. Rappel donc très bref, les évolutions de ces dernières années, de ces dernières décennies même, pourrait-on dire, des transitions en cours, climatiques, sociales, démographiques, économiques aussi, diminution des moyens financiers alloués au logement social, relations aux collectivités locales et la possibilité offerte depuis 2018 par la loi Elan. Nous avons déjà parlé de tout cela, nous, dans nos émissions de l'AFPOLS. Tout ceci a conduit donc progressivement les organismes à développer ou à réfléchir à une offre de services aux locataires et au-delà, bien sûr, aux habitants. Alors d'abord, ma première question, William Le Goff, j'ai parlé d'un court rapport et c'est volontaire. Pourquoi est-il court ? Bonjour Dominique. Alors tout d'abord, merci de la question. Il est court, c'est-à-dire une trentaine de pages, oui. Hors annexe, tout simplement pour qu'il soit lu et appropriable par le maximum, effectivement, de lecteurs, c'est-à-dire au premier rang des salariés et des responsables des bailleurs sociaux, mais aussi l'ensemble de leurs partenaires, puisque un des éléments clés aussi de ce travail, c'est de bien valoriser et d'articuler l'action des bailleurs sociaux, en l'occurrence les OPH, avec leurs partenaires territoriaux. Et vous confirmez qu'il y a de l'attente sur ces questions de financement ? Effectivement, le sujet, on en parlera tout à l'heure, longuement, le cœur de la problématique, comme on dit, c'est bien les questions de financement du développement de cette offre de services. Je précise qu'il y avait un précédent rapport 2018, l'année même d'ailleurs de la loi Elan, et pour cause, sur les nouvelles attentes et les nouveaux services. Culture de services ont comme levier à la fois de transformation et qui a sans doute inspiré d'ailleurs la loi elle-même. Donc cette fois, on parle bien de financement. Alors je reviens sur les questions un peu d'articulation du modèle économique des services et de l'ancrage territorial, avec un petit point peut-être sur la situation actuelle. Les avancées quand même dans ce domaine des services sont réelles. Alors les avancées, elles sont réelles. On n'a pas cherché quand même à faire un relevé complet de l'ensemble justement des services proposés par l'ensemble des OPH. D'une part parce que le travail a été mené en partie pour le compte des ESH par la Fédération des ESH, ce dont vous parliez tout à l'heure, voilà, d'une part, et puis d'autre part, c'était pas non plus l'objet de ce travail-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler néanmoins de développement de cette offre servicielle ? C'est lié, comme vous l'avez dit, au désengagement finalement et à l'affaiblissement de la présence de services publics à la fois d'État, de droit commun ou locaux dans certains territoires, et en particulier, alors pour nous, les OPH, on a une caractéristique qui est liée aussi à notre structure de parc, c'est-à-dire qu'on compte 1 million de logements sociaux situés dans des zones que l'on peut qualifier en déprise et qui sont aussi parmi les premières concernées, les premières touchées par un affaiblissement des services publics. Donc effectivement, dans ces cas-là, les OPH se retrouvent souvent comme étant les seuls acteurs de proximité des locataires, mais de l'ensemble de la population. Souvent en zone détendue, Exactement. Ce qui rend presque obligatoire, au fond, de développer Absolument des services. nécessaire. Sinon, on est à un risque d'abandon total.
C'est exactement ça. Il y a vraiment un lien. C'est quand même le point de départ. Voilà, entre le développement serviciel des bailleurs sociaux et puis le retrait progressif des services publics. Alors on rappelle donc le livre blanc 2018 très brièvement était à la fois important pour les collectivités en incitant davantage des études d'ingénierie, l'aménagement, installer des crèches, des écoles, ce type de choses, pour le compte des habitants aussi, avec une définition plus claire pour eux au fond de ce qu'on appelait la prestation de service par le bailleur. C'est de cela que vous êtes parti avec le sujet principal donc qui est resté en suspens sur ces deux rapports, parce que ce n'était pas leur objectif, comme vous l'avez expliqué, et qu'aucune étude n'a réellement affronté de face depuis celui de 2025, c'est comment finance-t-on cette offre de service qui peut être abondante, comme on nous l'a déjà dit dans cette émission. Alors oui, effectivement, sachant aussi qu'un élément de contexte, de temps un peu moyen, c'est que on sait très bien que les négociations sur le fameux décret-charge ainsi que sur les accords collectifs, ces négociations sont bloquées comme depuis plusieurs années et c'est quand même un levier. Enfin, ces deux outils sont des leviers pour financer une partie des services qui sont proposés par les bailleurs à leurs locataires. Voilà. Mais ces négociations étant bloquées, eh bien justement, ça rend d'autant plus, on va dire, sensible la question du financement de ces services-là. Alors, qu'est-ce qui se pose comme question au fond aux organismes ? Vous dites, elles ont deux choix. Un choix d'organisation interne, qui bouscule beaucoup, sur lequel certaines réfléchissent, et certaines même ont pris pas mal d'avance, et un choix au coup par coup. Et là, vous faites un petit jeu de mots, on ne peut pas le lire, mais il est dans le rapport, ou au coup par coup, c'est-à-dire le coût, ce que cela coûte. Alors, et les deux comptes. Effectivement, alors est-ce que c'est en deçà ou en deçà de la question du financement des services ? Mais néanmoins, effectivement, notre étude est visée aussi à avoir une dimension opérationnelle et organisationnelle. Donc effectivement, on est parti finalement de deux, on va dire, modèles. Le premier, comment on fait en fait ? Voilà, c'est qu'il y a un modèle un peu systémique, voilà, où les bailleurs, et on en parlera tout à l'heure, puisque Isabelle illustre très bien ce premier cas-là, c'est-à-dire que effectivement, ils ont intégré de façon à la fois stratégique, opérationnelle, financière, la priorité, une des priorités données effectivement à l'offre de services. Donc c'est ce qui fait que effectivement l'organisation est mise en place pour que ce soit systémique. Ce qui peut impliquer par exemple de nouvelles embauches, question ? De nouvelles dépenses, effectivement, et sous forme aussi de recrutement de salariés spécialisés, et donc avec effectivement aussi une professionnalisation de cette dimension. Et des objectifs qui sont ceux du 21e siècle, de développement durable, par exemple, de regard plus... Très très clairement, plus attentif aux problèmes écologiques et climatiques. Des besoins. Alors des besoins qui soient issus des locataires, avec le vieillissement, la paupérisation, etc. Mais d'autre part, évidemment, l'évolution du monde, et en particulier liée à l'urgence climatique. Cette dimension supplémentaire. Et l'autre choix, si l'on peut dire, donc on a parlé de ce choix systémique, c'est donc celui que vous appelez au coup par coup, mais qui coûte aussi. C'est une expression qu'on aime beaucoup parce que effectivement, elle est très simple. Donc le coup par coup, c'est COUP ou COU, accent circonflexe T, effectivement, où c'est de la mise en œuvre, c'est une réflexion et c'est du financement, finalement, quelque part, à l'opération, pour faire un petit clin d'œil au vocabulaire des bailleurs sociaux. Et là, on a donc une mise en œuvre d'actions qui sont non pas, un peu moins bien intégrées, on va dire, dans un cadre systémique, stratégique, mais où effectivement les bailleurs mettent en place de véritables actions, justement à une portée quand même importante, mais voilà, de façon ponctuelle en fait. Ponctuelle. Oui, c'est ça. Et alors là, je continue à parcourir le rapport, qui, on l'a dit, est à la fois court et extrêmement aisé comme lecture. Vous avez identifié, à ce stade en tout cas, 4 niveaux de portage, de portage de ce qui peut être... engagé. Alors, effectivement... On va les énumérer, en fait, tout simplement. On peut les énumérer. Alors, il y a 4 niveaux, alors du plus faible au plus engagé. Finalement, le premier niveau, c'est le financement par le bailleur social d'actions qui sont généralement menées par des collectivités locales. Alors, là, on peut l'illustrer par un exemple. Enfin, voilà, on a un OPH départemental, le OPH du 05, qui
verse quand même une subvention directement à des CCAS, en particulier à Gap, à Briançon, à Veynes, qui permettent justement d'animer effectivement la vie de certains quartiers pour soutenir un véritable des missions d'ordre éducatif, par exemple, des choses assez classiques. Mais là, c'est le premier niveau de portage. Ça veut dire que le bailleur ne s'y implique pas, il finance. Il finance, d'accord, il délègue, il coordonne, etc. D'accord. Mais voilà. Il a droit de regard, mais ce n'est pas lui Exactement. directement qui intervient. C'est Exactement. Bien ça. D'accord. Exactement. Deuxième il n'est pas en niveau. concurrence, voilà, Non, aussi, voilà. avec la collectivité, dans le cas présent. Ça veut dire que la collectivité lui fait part de ses besoins et à ce moment-là, le bailleur s'engage financièrement. Exactement. Et D'accord. c'est une illustration aussi de la bonne articulation, finalement, entre son environnement local, voilà, et puis sa propre action et les besoins de ses locataires. Ce que souligne d'ailleurs à plusieurs reprises le rapport, l'importance du maillage, ancrage territorial et action de l'organisme. C'est une des grandes vertus et qualités, finalement, aussi des bailleurs sociaux, Ouais. et en particulier des OPH, voilà, pour ce cadre d'action, et puis bien au-delà aussi, évidemment. Deuxième niveau de portage, William Le Goff. Là, Alors on monte un petit peu. On monte un peu plus, oui. effectivement. Et là, c'est illustré par un exemple aussi très concret. Finalement, c'est la mise à disposition de certains locaux, voilà, pour développer des activités au bénéfice des locataires. Alors là, il y a plein d'exemples, mais effectivement, nous, on s'était appesantis un peu sur l'exemple de Lyon Métropole Habitat, qui prête du patrimoine, des locaux pour développer une offre médicale, mais en articulation, avec l'ARS locale, justement pour bien localiser les bons types de médecins ou les types de soins, voilà, dans tel ou tel espace. D'accord, donc là on est sur une situation assez fréquente malheureusement aujourd'hui de manque de soins, ou en tout cas de proximité de soins, et le bailleur rentre dans le processus en facilitant les choses. Exactement, et avec une dimension qualitative, c'est-à-dire c'est certains types de soins, voilà, où il y a vraiment un véritable besoin, d'où l'articulation en l'occurrence avec la D'accord. Mise à disposition du patrimoine, ça veut dire quoi? Des locaux alors? Des locaux, oui. D'accord, bien. Troisième niveau, et là on monte encore un petit peu en puissance. Alors effectivement, là on peut vraiment parler d'internalisation du service. C'est-à-dire que là tout à l'heure vous me posiez la question du recrutement. Là effectivement on a un niveau de portage où le bailleur recrute des salariés, justement du personnel. Et ça c'est illustré par exemple pour répondre à des besoins de tranquillité résidentielle. Alors là effectivement on a une pléthore de bailleurs d'OPH qui se sont, impliqués dans ce type d'opération. Enfin, nous, on cite Angéloire Habitat dans notre travail, mais voilà, il y a aussi Habitat au Doigt. Enfin, il y en a plein, quoi. Mais voilà, ça illustre ce niveau. Là, on revient sur les logements sociaux proprement dit. On internalise en fait le service. Exactement. Voilà. Exact. En travaillant sur quoi? Davantage de gardiens, davantage de surveillance, davantage de... Alors, soit davantage de gardiens, mais surtout davantage de postes spécifiques, dédiés. Et là, en l'occurrence, l'exemple que je citais, c'était celui de la tranquillité, quoi. D'accord, qui peut être un des exemples, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et enfin, le quatrième niveau, on avance donc encore une fois, on monte un petit peu en puissance d'engagement pour le bailleur sur ce financement. C'est vraiment la création de partenariats solides. Oui. Alors, c'est un point toujours important. En affectant des ressources, bien sûr. Là, exactement. Alors là, on est vraiment dans l'approche purement systémique, où on a un budget annuel qui est défini avec l'affectation de ressources financières et humaines, et là, c'est le point qui est important. Enfin, les partenariats solides sur le long terme, et tout ça étant inscrit dans, effectivement, la stratégie du bailleur social. Nous, on a plein d'exemples, effectivement. Isabelle pourra revenir sur ce sujet, elle, là aussi. Mais nous avons, par exemple, en Ile-de-France, un OPH départemental, Val d'Oise Habitat, qui est très engagé dans le relogement de sorties de jeunes adultes qui ont été encadrés par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et le bailleur accueille ces jeunes adultes, puisque dès qu'ils sont majeurs, ils doivent quitter, effectivement, ce cadre-là. Donc, effectivement, ça nécessite un accompagnement
important, très lourd. C'est-à-dire, on leur propose des logements ? On leur propose des logements, mais c'est pas que on des logements. Accompagne, on les accompagne, c'est-à-dire qu'en reprise de formation, en recherche d'emploi, etc., etc. Et donc là, effectivement, c'est un engagement de long terme, solide, et ça participe aussi de la définition, j'en profite justement, du service qui se distingue finalement un peu de l'innovation aussi, parce qu'une des caractéristiques de la définition du service, c'est qu'il s'inscrit dans le long terme. Voilà. Voilà, c'est pas seulement une bonne idée qu'on appliquerait pour c'est pas et puis c'est qui s'applique une année ou 2 années. Pendant une année ou un été. Exactement. D'accord. Je résume, si vous le permettez, ces 4 niveaux de portage de financement. Ce que vous proposez ou ce que vous avez observé d'ailleurs, qui a déjà été fait par plusieurs organismes. Financement donc d'actions de collectivités territoriales. Là, c'est la collectivité qui prend en main. La mise à disposition du patrimoine, ici le bailleur s'engage un petit peu plus, l'internalisation des services, et là vraiment ce sont des postes dédiés sur place, et enfin, carrément en définition de budget, une affectation de ressources sur des services spécifiques qui peuvent être extrêmement divers. Est-ce qu'on a une idée, William Le Goff, c'est une question, je ne veux pas poser un piège, du nombre, peut-être de la proportion d'organismes déjà engagés sur l'un ou l'autre de ces 4 portages? Est-ce que l'un des 4 rencontre davantage de... On n'a pas mené ce travail, non. Néanmoins, effectivement, tous les bailleurs sont concernés par le développement d'une offre de services, voilà, parce que ça fait partie de leur nature, leur fonction première, qui n'est pas que de loger. Alors, effectivement, l'aspect, logement et patrimonial est crucial pour un bailleur, mais ce n'est pas que ça. Donc, ils s'inscrivent tous, finalement, dans un certain niveau de portage. Voilà, ça c'est le premier. Et il y a aussi la pression des habitants eux-mêmes. Il y a la pression des habitants. Alors pour nous, on a la pression effectivement. La pression, les besoins. De notre gouvernance, qui est toujours, qui est une gouvernance particulière, qui est rattachée quand même systématiquement à une collectivité locale. Donc cette dimension à la fois, politique est très importante. Alors, si l'on parle des services maintenant, vous écrivez aussi dans le rapport, mais vous l'avez un tout petit peu effleuré, on passe au fond de l'innovation à la nécessité. C'est une notion que vous venez un petit peu d'expliquer, mais on peut peut-être y revenir un peu plus longuement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de trouver quelques bonnes idées, mais davantage de répondre à une nécessité, presque une obligation. Vous avez utilisé le terme également. Ça veut dire aussi que les OPH sont, pour la grande majorité, convaincus de cette légitimité donc à promouvoir les services. Déjà, ils sont légitimes, ça fait partie de leur raison d'être aussi, quelque part. Mais est-ce qu'ils l'ont tous intégré? Parce qu'on a pu, nous, dans des émissions précédentes, montrer qu'il y avait quand même un chemin à faire pour les y emmener, vers cette notion de nouveaux services à proposer. Alors, je pense qu'ils sont tous conscients de la dynamique. Aujourd'hui, c'est bon, c'est fait. Et que finalement, ils n'ont pas le choix, quoi. Ouais. Voilà. Mais effectivement, ils n'ont pas le choix. Alors, après, il y a des configurations territoriales où ils ont plus ou moins le choix, quoi. Mais oui, alors je peux l'illustrer par un exemple si vous le souhaitez. Effectivement, tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'une des caractéristiques des OPH, la structure du parc des OPH, c'était pour une grande partie, en l'occurrence 1 million de logements sociaux, d'être localisés en territoire en déprise. Et là, par exemple, effectivement, dans le cas de l'OPH du Lot, par exemple, c'est un OPH, un petit OPH, 5000 logements, du patrimoine réparti dans 102 communes, et il faut 1h30 pour aller d'un endroit à l'autre. Il compte 3 agences, mais effectivement, il y a 1000, on considère qu'il y a à peu près 1000 logements sociaux qui sont pas, qui sont trop éloignés des agences de proximité, des agences de proximité, si bien qu'il y a un véritable besoin d'atteindre ces locataires pour le bailleur. Alors, pour des questions, effectivement, qui sont liées aux nécessités du quotidien, une fuite d'eau, etc. Le suivi, on va dire, purement social, lorsqu'il y a une dette, un impayé, etc. Bon, ça, ce sont les éléments classiques du métier des bailleurs. Mais il y a aussi, et en particulier depuis 2020, beaucoup de besoins exprimés par les locataires sur les relations de voisinage, la tranquillité publique. Or, s'ils sont éloignés d'une agence ou du personnel du bailleur, comment faire pour les atteindre, ces gens-là? Et bien, dans un territoire très rural,
là en l'occurrence c'est OPH du Du Lot. Lot. Ils ont développé un outil qui s'appelle le Locatruck, voilà, qui en gros c'est un camion, voilà, Truck pour camion. d'accord. exactement, qui permet d'atteindre ces ménages, de les rencontrer et aussi de faire de la prévention, organiser des réunions entre locataires et tout, etc. Et donc apaiser, ne serait-ce que apaiser les relations entre les gens. Alors ceci a un Oui, ça coût. vous paraît ça un bon exemple? Je veux dire, c'est C'est un très bon... qui sillonne la région et qui va à la rencontre des locataires. Exactement. Alors, c'est pourquoi c'est un exemple pour revenir finalement aux deux éléments cruciaux du rapport. D'une part, tout simplement parce que c'est l'objet de partenariat. Là, c'est un objet de partenariat avec la préfecture locale, dans D'accord. le cadre d'un appel à projet aussi. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième point, c'est la question du financement aussi. Le coût voilà, de ce dispositif. Pour le lancement, il faut acheter le camion, et tout, etc. Bon, et puis, il y a du personnel à payer. Donc, c'est 40 000 euros par an. Voilà. Et cette somme-là, en tout cas pour les premières années, elle est largement soutenue par l'État, mais la question après qui va se poser, celle de la pérennité non seulement du service, mais aussi de son financement. Voilà. Merci de donner des exemples, c'est très concret pour ceux qui nous écoutent. Revenons encore sur cette fonction un peu servicielle de l'OPH. On est d'accord, elle est bien rentrée maintenant dans les esprits, tout le monde en est bien convaincu, mais pourtant, vous dites, le constat est partagé, mais il reste invisibilisé. Vous regrettez qu'on n'en parle pas davantage, qu'il ne soit pas assez visible. Oui, alors c'est aussi une des raisons... Et ça aussi, c'est important par rapport au financement, bien sûr. Qui ont bien motivé le travail. Alors pourquoi est-ce qu'il est invisible? Alors, je vais simplement rappeler un élément historique, mais dans le temps très long, effectivement, les cités-jardins, par exemple, voilà, qui sont les grands-mères des bailleurs sociaux. Oui, Julien Paul nous l'avait rappelé. Etc. Dès la création voilà, des dès HLM. la création, Ouais. c'était en charge de l'école, des bibliothèques, effectivement, il y avait tout le système d'éducation, finalement, des classes populaires, voilà, dans le bon terme et dans le mauvais terme, justement, voilà. Et comment dire, donc c'était au cœur, finalement, du projet à la fois urbain et social et politique. Voilà, donc ça, il faut le rappeler. Donc c'est peut-être néanmoins un élément historique qui participe à l'invisibilisation du service qui est proposé, parce qu'on se dit, voilà, ça fait partie des choses, donc c'est là, quoi. Et le deuxième élément, qui explique aussi un peu cette invisibilisation, c'est que, voilà, le bailleur, il est en charge de loger des gens, de prendre soin de ses locataires. Donc, voilà, tout ce qu'il met en place, et des fois, parce qu'il y a des besoins, comme on l'a dit, qui changent, on ne mesure pas, finalement, les effets aussi de tout ça. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de coûts, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, effectivement, on se dit qu'il peut y avoir un investissement de la part du bailleur, et il faudrait mesurer les conséquences et les mesurer un peu financièrement. Donc, ce retour sur investissement, il est très difficile aussi à mesurer ou à évaluer de façon financière, et c'est aussi une des raisons, parce que d'un point de vue de la méthode, il est toujours très difficile de stabiliser, de définir la méthode et puis de la valoriser par la suite. Question que j'aimerais bien que vous renvoyiez à Isabelle Rueff tout à l'heure, ce qu'en pensent les organismes. Peut-être davantage communiquer entre eux, rendre plus visibles leurs opérations, faire davantage d'échanges, d'expériences. C'est une question, mais on verra ce qu'elle a à dire là-dessus. Oui, je pense qu'on demandera à Isabelle, mais je pense qu'ils le font déjà. Oui. Après, effectivement, le problème, c'est même toujours le même problème. Ils sont très impliqués au quotidien et ils ont aussi assez peu de temps aussi Bien pour sûr. valoriser tout. Ils le disent souvent. Tout ce qu'ils mettent en Ouais. œuvre. Alors avançons sur maintenant la gamme des services qui sont déployés. On parle de services dans un sens très générique. Vous en avez cité quelques-uns, mais voyons un peu de quoi il s'agit. Il y a toute une typologie là aussi qui a été établie assez précisément par votre rapport. Et vous les divisez en plusieurs cercles. Combien y en a-t-il? J'en ai compté au moins 3 ou 4. 4, voilà. 4 cercles, ouais. Non, je vous propose de faire la même chose que ce que nous avons fait. On va les énumérer les uns et les autres. Donc, le premier, c'est quand même les services de base. Ceux-là sont bien connus, inscrits dans le code de l'habitat. Exactement, ça c'est le premier cercle qui relève par exemple les de réparations, l'entretien des parties communes. Entretien des parties Voilà. communes, d'accord. Non. Mais ça, c'est financé, évidemment. Oui, et ça, c'est classiquement effectivement par les charges, quoi. Et donc, c'est la place des régies de quartier qui prennent ça en charge. Alors ça, c'est effectivement,
Alors, merci de pointer l'attention sur les régies de quartier. Je pense sur la question des services. La place des régies de quartier, à ce moment, je pense, de l'histoire, est peut-être redéfinie. Les bailleurs peuvent retravailler avec elles. Enfin, elles l'ont toujours fait, mais voilà. Et c'est aussi ce qui explique peut-être la signature d'une convention entre les représentants nationaux des régies de quartier et puis l'USH, voilà, pour relancer certainement aussi une dynamique assez vertueuse sur ce champ-là. Voilà, il y a des métiers qui changent au sein des bailleurs sociaux, en lien avec les services, au premier rang desquels, effectivement, l'émission des gardiens. Mais là aussi, je pense qu'il y a quelque chose certainement à réviser. Oui. À réviser. Alors, si on les énumère, donc la première, nous l'avons dit, c'est le plus classique, cette offre sur les réparations, les menus réparations, l'entretien, Exactement. etc. Un deuxième que vous appelez les services augmentés. Oui, alors là, c'est toujours en lien, effectivement, avec notre sujet, qui est le financement, effectivement. C'est souvent des services qui sont financés, en tout cas dans le financement, et négociés dans le cadre de ce qu'on appelle les accords collectifs, voilà, avec les représentants des locataires, et c'est typiquement des prestations améliorées de nettoyage, par exemple. De nettoyage, de lutte contre des nuisibles. Contre des nuisibles, oui, voilà. Oui. Exactement. Sur toute la qualité de vie, en fait, de ce qui les ont... Exactement. Et c'est souvent la demande des locataires, alors, si vous travaillez avec les associations. Et c'est souvent à la demande des locataires. Alors, vraiment, pour prendre un exemple dont on a parlé à l'occasion des Jeux Olympiques, et juste avant, c'était les punaises de lit, voilà. Donc, la question, il faut les détecter, ensuite, il faut les traiter, et tout, etc. Alors, c'est toujours la même question, qui doit payer quoi, qui paye quoi, quelle entre part, le machin, locataire, etc. Mais voilà, ça, c'est un exemple. Ça, vous l'appelez donc service augmenté. On en compte une autre encore, la troisième, ce serait alors, effectivement, ça relève aussi de missions assez traditionnelles des bailleurs, qui est l'accompagnement et le suivi de ménages locataires en grande difficulté ou en difficulté. C'est un accompagnement social, quoi. On sait que leur nombre a augmenté ces derniers temps. Oui, leur nombre. Et malheureusement, c'est un des risques à venir. Enfin, voilà. C'est notre troisième cercle, on va dire. Qu'on va détailler un peu quand même, parce que c'est bien là, c'est peut-être à ce niveau-là, en tout cas c'est ce que vous relevez, que se situent les différences entre le rôle d'un bailleur social, c'est dans le terme quand même, et celui d'entreprises privées, d'une foncière privée, qui ne se sentent pas du tout classique. Obligées de rentrer dans ce type de Exactement. service. D'accord. Exactement. Donc là, on va un peu plus loin dans le financement des services. Alors, il y a deux façons classiques. Il y a les aides à la prévention des impayés. Par exemple. Et puis, on peut aussi mettre en place des services qui permettent de lutter contre le non-recours, ce qu'on appelle le non-recours aux aides sociales. Alors, je sais que Isabelle travaille aussi dans ce domaine-là. Et là, récemment, dans la presse, on va dire peut-être spécialisée, il y a eu un exemple qui a été diffusé, qui est celui de Paris Habitat, qui travaille avec la mairie du 13e arrondissement, justement pour mettre en place une série de dispositifs qui permettent de lutter contre le non-recours des locataires. Il se trouve que Paris Habitat estime qu'il y a un tiers à peu près de ces locataires qui ne bénéficient pas de l'ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre, voilà. Donc, tout simplement parce qu'ils l'ignorent, donc ils ne se rendent pas. Et puis parce que aussi il y a des comme on l'a dit, c'est administratives. parfois compliqué de s'y rendre. Exactement. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de territoires en déprise où il y a un retrait des services publics. Mais des fois, là, on n'est pas dans le cas d'un territoire en déprise. Bien au contraire, il y a peut-être une concentration de services publics qui est maximale en France. Néanmoins, Paris Habitat considère des fois qu'il y a une forme de maltraitance des services publics, tout simplement parce qu'on oublie l'aspect humain, l'aspect physique, concret, direct, parce qu'on le remplace par l'intelligence artificielle, que sais-je, et tout, etc., des chatbox et tout, etc., auxquels certains ménages ne savent pas s'en servir, tout simplement. Ne savent pas s'en servir. Et donc, derrière, une des conséquences, c'est le non-recours à certaines aides. Donc, et le bailleur est là, grâce à son ingénierie sociale et sa présence physique. Il doit donc financer ce service-là. Ah là, exactement. On est bien d'accord. Qui est coûteux. Exactement. Qui est coûteux. Oui. Effectivement, mais toujours, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'après, il y a un retour sur investissement qui peut être direct, c'est-à-dire... Et bénéfique. Et bénéfique, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la vacance, une baisse des impayés, et tout, etc. Et puis, un retour sur investissement indirect qui est plus difficile à mesurer.
Enfin, il y a une quatrième catégorie, là aussi 4 points, William Le Goff, qui est plus alors les services qui, disons, vont dans le sens de la cohésion sociale, de l'accès à des services locaux, pas seulement des services proposés par vos organismes. Et donc là, il y a toute une série d'offres, ça peut être quoi, de l'offre culturelle, des aménagements, les fameux jardins. Exactement. On y revient. Ou l'accès à une alimentation de qualité. L'alimentation, c'est très important. Oui. La santé, le sport, effectivement, l'accès au... La formation au numérique, tenez. La formation numérique, l'accès aussi à l'emploi, retour à l'emploi, et tout, etc. Et c'est effectivement dans ce domaine que les bailleurs sociaux, d'une part, innovent et, vont un peu au-delà de leur cœur de métier. Alors, c'est un peu provocateur, parce que chez les bailleurs, effectivement, certains considèrent que leur cœur de métier, c'est toujours de loger, et tout, etc. Et que d'autres, au contraire, ont une définition un peu plus extensive. Et c'est souvent ces bailleurs qui ont une définition plus extensive qui s'inscrivent et justement dans le modèle systémique de l'offre servicielle. Alors justement, cette question du systémique, on a bien compris que c'est quand les choses s'enchaînent et doivent s'installer. À partir de quand, selon vous, un OPH doit décider de passer à une transformation systémique? On a bien compris que même financièrement, c'est pas la même chose. Alors, je vais vous répondre par une pirouette. C'est à eux qu'il faut leur demander. Non, je pense Votre sentiment, je pense qu'il y a un critère, c'est celui finalement de la durabilité du service, quoi. Oui, bien sûr. Mais ils sont nombreux ou ça reste encore marginal, honnêtement? Alors, non, ils sont... Votre sentiment, parce que vous les avez rencontrés, évidemment. Oui, alors ils sont assez nombreux, puisque justement, vu que nous allons échanger avec Isabelle tout à l'heure, et puis parce que Isabelle Rueff, oui. Oui, Isabelle Rueff, et qu'il y a un élément qui est très important dans le financement, on en parlera tout à l'heure, de fonds de dotation, je me dis, mais elle n'est pas la seule, quand même. bien au contraire. On a mené une enquête il y a quelques temps, et effectivement, il serait... alors, vraiment, c'est un chiffre à prendre avec précaution, quoi. Plus d'une trentaine, entre 30 et 40 OPH sur le nombre d'OPH en France qui auraient déjà créé un fonds de dotation, quoi. Donc, vous voyez, ça vous paraît un chiffre... C'est beaucoup. C'est beaucoup pour vous. Ouais, c'est beaucoup. Après, la question, c'est l'amplitude, le volume et tout, etc. du fonds de dotation, sa vocation et tout, etc. Mais voilà, Oui, l'intéressant, et vous le relevez encore une fois dans le rapport, c'est qu'intégrer ce développement au fond un peu systémique, donc ça veut dire que le conseil d'administration s'en empare et qu'il y a toute une série d'opérations qui sont plus importantes. Ça veut dire qu'on quitte le fameux statut d'innovation que vous aviez l'air de condamner un petit peu, et ça devient vraiment, ça s'inscrit dans le temps long, comme vous le demandez, et ça devient pérenne au fond. C'est un fonctionnement intégré du bailleur. Alors, c'est presque ça normalise le travail du bailleur. Exactement. Alors c'est une condamnation. J'emploie vos termes dans le rapport. Oui, mais le terme d'innovation, je le condamne de façon très très facile. Je veux dire, c'est trop facile de ma part. Mais effectivement, finalement le service, il est quand il s'inscrit finalement dans le droit, quelque part dans le droit commun et dans la normalisation du bailleur social, là, on peut réellement parler de services solides, quoi. D'accord. Et on revient maintenant alors sur les leviers du financement. On a bien compris qu'il fallait mobiliser des financements à des degrés divers. Donc là encore, tenez, 4 points. Je ne l'avais pas remarqué en préparant. Tout marche par 4. Tout marche par 4. C'était un peu la règle. C'est parfait. Ça rend la lecture d'autant plus commode. 4 principaux leviers de financement utilisés par les OPH. Et là aussi, vous les montez un petit peu en puissance. Bon, comment on mobilise les fonds propres? Alors allons-y, on va les énumérer peut-être. Je vous laisse les commenter. Allez-y. Et puis là, je pense c'est assez clair. Donc on peut l'appréhender assez facilement. Le premier niveau, effectivement, c'est un premier niveau de service. Finalement, que fait le bailleur? Il mobilise directement ses fonds propres. Alors, c'est souvent en lien avec une phase d'amorçage du service. Voilà, ou pour financer des services qui contribuent finalement à l'amélioration du cadre de vie des habitants, quoi. Voilà, donc là, c'est un investissement qui est fait en fonds propres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est peut-être plus délicat, répercussions sur les locataires, de tout ou partie du coût des services. Alors, effectivement, soit par le biais des charges récupérables, négociation des accords collectifs, ou la commercialisation du service. Alors, souvent, c'est illustré par des services qui sont négociés avec les associations de locataires, les représentants des locataires, relatifs à la sécurité. On parlait tout à l'heure de tranquillité, on va dire, publique, l'environnement des logements, ou d'autres offres de services,
comme la négociation de contrats d'assurance. D'accord. Oui, non, c'est bien de Voilà. prendre des exemples, comme ça on voit bien. Qui sont assez variés. D'accord. Troisième niveau, encore levier de financement en tout cas. Alors c'est un levier de auquel financement on peut qui est avoir assez recours. connu par Oui. les bailleurs. C'est finalement le levier fiscal et en particulier, et on en a parlé beaucoup dans l'actualité, puisque c'était un élément de tension entre le gouvernement et les bailleurs sociaux, c'est le recours à l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties. Voilà. Et là, ce sont des services, voilà, et là, dans le cas présent, en quartier de la politique de la ville, mais aussi hors quartier politique de la ville, dans d'autres cas, pour justement apporter des services supplémentaires à ceux qui sont déjà apportés, quoi. Ça, c'est D'accord. un exemple. Je vous demanderai après lequel vous privilégiez ou lequel est le plus utilisé. Mais d'abord, le quatrième, donc, alors là, on recourt à des outils de financement peut-être plus novateurs, plus évolutifs aussi, plus originaux. Exactement, ou plus innovant, le terme plus innovant, le terme pour le dont je me suis moqué tout à l'heure. Pour le coup, vous pouvez le reprendre. Je vais me l'approprier aussi. Ouais. Effectivement, alors, c'est des types de financement qui occupent encore une place assez marginale. Néanmoins, là, j'ai cité un chiffre entre 30 et 40 fonds de dotation qui ont été développés seulement par les OPH, mais les ESH aussi développent aussi ce type d'outils. Ils ont recours aussi parfois au mécénat local et aussi à des produits financiers. Voilà, qui sont proposés par les banques, souvent des banques mutualistes, quoi, mais pas que, aux bailleurs sociaux. Et parmi ces produits financiers, vous avez des prêts à impact, voilà, où vous avez une différence de taux qui peut être, donc le taux il peut baisser dans le temps au bénéfice du bailleur, ce qui lui permet de financer une association à laquelle il a recours, par exemple, pour assurer tel ou tel service. En vous écoutant, William Le Goff, on se dit qu'effectivement, vous vous adressez beaucoup aux OPH, c'est le propos, vous en faites partie, c'est le propos de ce rapport, mais qui peut bénéficier aussi à d'autres. Et on se dit quand même que l'ancrage territorial ici compte beaucoup, y compris dans ces leviers de financement. C'est exactement ça. Dans tout ce que vous avez décrit, au fond. Oui. Alors, c'est effectivement une des singularités aussi des OPH. Enfin, la singularité des OPH, effectivement, c'est sa gouvernance. Et comme c'est toujours une gouvernance locale, voilà, donc ils sont par nature un peu plus en prise que, par exemple, un grand groupe national, voilà, qui, même s'il peut très très bien travailler, voilà, mais là c'est avec une direction, un directeur général un peu invisible. Nous en avons aussi parlé dans cette émission. Ou un peu éloigné, voilà. Un peu éloigné du terrain. Voilà. Vous voyez, et là la caractéristique des OPH, c'est qu'ils sont réellement ancrés, voilà. Ce qui est évidemment un élément qui peut servir dans tout ce que vous proposez, là, on est d'accord. Ouais, c'est un peu notre hypothèse. Oui. C'est votre hypothèse. Et c'est confirmé. Alors, rapport de 30 pages, je vais redire le titre de ce rapport, mais je crois qu'il sera très disponible, et notamment sur notre site, l'offre de services des bailleurs sociaux publics. Quelle réponse aux besoins locaux et quel financement? On vient d'en donner un certain nombre de détails, de références. Et on va maintenant accueillir Isabelle Rueff, que vous connaissez, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises son nom, on va lui demander ce qu'elle pense de vos propos et de tout ce qui a été fait. Je signale d'ailleurs au passage qu'elle a été consultée pour le rapport, en tout cas, elle a fait partie des bailleurs que vous avez vus. Elle a des fonctions éminentes dans ce domaine-là, Absolument. Comme présidente de l'Institut. Absolument. De la RSE. Et peut-on ajouter aussi que justement, elle a quand même un organisme assez en avance, vous diriez ? Alors, effectivement, son organisme fait partie, effectivement, un peu de nos organismes, un peu... Enfin, modèle, même si les autres aussi travaillent extrêmement bien. Merci, voilà. William Le Goff. On l'accueille tout de suite. Isabelle Rueff qui vient vous rejoindre. Isabelle Rueff, directrice générale d'Alpes-Isère Habitat, présidente de l'Institut HLM de la RSE, a rejoint William Le Goff, dont nous avons entendu la présentation de son rapport, et va s'engager entre eux un dialogue, simplement. Elle a bien écouté attentivement tout ce qu'il nous a dit, et elle a plusieurs remarques à faire. Mais moi, j'ai une toute première question pour vous, Isabelle Rueff. Que pensez-vous de ce terme de cœur de métier qui est souvent rappelé là, à propos justement des services ? Il me semble que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Oui, j'ai du mal en fait avec cette notion de cœur de métier. Je la trouve contestable
Parce que finalement, nous sommes une entreprise de service. La grande révolution des organismes de logement social, c'est d'être passé d'une culture du bâtiment, nous construisons, nous rénovons, à une culture de service. Et donc, une fois qu'on parle de service, finalement, le service, c'est assez large. On est passé de la notion de logement à celle de habitat. Et finalement, l'habitat, c'est quoi? C'est du logement plus les services qui vont avec. Et les logements et les services, ils peuvent aller assez loin, finalement, quand on y réfléchit, parce que dès qu'on commence à tirer un fil, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui viennent. Et je pense qu'il ne faut pas se censurer dans ce qu'on est capable de faire. Finalement, chaque fois qu'on améliore la vie des habitants, qu'on améliore la vie de nos résidents, on a fait progresser quelque chose et on est en plein dans le thème de l'habitat. Donc voilà, je veux bien qu'on parle de cœur de métier, mais alors dans ce cas-là, il faut se dire qu'on a un très, très, très grand cœur. William Le Goff. Alors, très bien. Alors, Isabelle, effectivement, le bailleur dont tu as la charge, la responsabilité, est connu effectivement pour avoir développé une offre servicielle avec sa propre marque. Alors moi, ma première question, c'est pourquoi une marque voilà, pour décliner, définir et valoriser les services que tu proposes aux locataires, mais pas que aux locataires. Tu as parlé tout à l'heure de visibilité. La marque, c'est de la visibilité. C'est dire, plutôt que de faire des actions à droite, à gauche, au milieu, c'est de se dire qu'on va développer une marque et cette marque, elle va se décliner en plusieurs types d'actions, en plusieurs types de services. Donc, le catalogue de services, il s'appelle « Serve et vous ». Alors là aussi, par écrit, ça se verrait mieux. Il y a le signe « et » entre les deux, « servez-vous ». Et puis, ce catalogue de services « servez-vous », il se décline en un certain nombre d'autres services. Donc, il y a « abonnez-vous ». Abonnez-vous, c'est notamment ce qu'on fait avec, par exemple, Papernest, un comparateur de prix. Ça marche très, très bien. On est sur pas loin d'1 millier de mises en relation. Et donc de personnes qui se servent de ce comparateur de prix pour avoir accès à un certain nombre de choses, pour aussi arriver à régler un certain nombre de problèmes administratifs. C'est la prise en charge des déménagements, toutes les démarches qu'on a quand on change de logement. Et donc la mise en relation, elle fonctionne bien, elle augmente. Entre 2023 et 2024, il y a plus 75%. Donc une progression qui est très claire et justement qui est portée par les équipes. C'est-à-dire que les équipes de proximité et notre marque, elles connaissent l'existence de ce service, elles le conseillent aux locataires et du coup, elles s'est approprié et ça fonctionne très bien. Un deuxième qui s'appelle « Avantagez-vous ». Alors, on l'a évoqué, il y a entre autres le travail avec cette ex-start-up qui s'appelle Claro, parce que maintenant, elle a acquis une dimension assez importante. C'est la lutte contre le non-recours. En effet, beaucoup d'habitants ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas les aides auxquelles ils peuvent avoir recours. Accessoirement, nos équipes ne les connaissent pas toujours non plus. C'est-à-dire que nous connaissons les aides que nous pouvons accorder, mais pas forcément celles des collectivités ou des territoires sur lesquels nous travaillons. Et donc, avec ça, il y a un recensement de tout ce qui existe, de tout ce qui est disponible sur un territoire. Et donc, ça permet de conseiller les gens. Alors, évidemment, il y a une dimension numérique dans ce service, c'est-à-dire que les locataires qui y ont recours doivent se connecter. Mais justement, la formation que nous avons donnée à nos équipes leur permet aussi d'aider un locataire ou d'aller chercher et donc d'avoir eux aussi une connaissance de toute l'offre qui est disponible et de pouvoir renseigner et aider des locataires. Au dernier comptage, on était quand même à pas loin de 500 000 € d'aide qui avaient été identifiés et sur lesquels les gens avaient commencé à faire des demandes, le tout pour un peu plus de 3 000 locataires qui sont inscrits, donc on va dire 10% de nos locataires, puisque nous avons actuellement 30 000 logements. Un autre service qui s'appelle Amusez-vous. Donc là aussi, c'est le choix de la convivialité. Donc c'est des bons plans qui sont 17 bons plans actifs en 2024. Donc des offres préférentielles sur des salles de spectacle, du sport, un certain nombre de choses. Et donc là aussi, qui fonctionne bien. Et puis nous avons créé, dans le cadre du fonds de dotation, un festival
HLM, hors les murs, et donc qui chaque année produit un certain nombre de spectacles en pied d'immeuble. C'est 1208 spectacles, donc répartis sur tout le territoire, 1200 spectateurs qui assistent à ces spectacles, et puis un prix littéraire dont on est très fiers aussi. Donc les locataires endossent le rôle de juré. Ça se développe, on travaille aussi avec des lycées. Les élèves aussi participent maintenant à ce prix littéraire et décernent ce prix. Et puis un vote grand public également sur un certain nombre d'œuvres, et donc qui permet que 500 personnes, en gros, s'intéressent à la littérature, à ce que font des acteurs locaux, des auteurs locaux. Et puis, pour citer le dernier exemple, c'est Régalez-vous. C'est le thème de l'alimentation saine et durable. 830 paniers pour 3 € qui sont servis. Donc, c'est la possibilité d'avoir accès à une alimentation avec des produits locaux, un peu subventionnés du coup par Alpizer Habitat ou par le fonds de dotation, mais qui permettent à des personnes à faibles ressources d'avoir aussi accès à une alimentation. Et là, c'est un service qui se développe, c'est-à-dire qu'on l'a commencé à titre expérimental, c'était relativement innovant à ce moment-là, et c'est en train de rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de le généraliser en cherchant à chaque fois des producteurs locaux, des acteurs locaux qui veulent bien nous aider. Donc, je dirais qu'on a complètement intégré cette culture de service et on a développé cette marque précisément pour donner de la visibilité et pour structurer toute notre action. Très bien. Et avant d'aborder la question directement des financements, puisque tu as déjà fait référence à ton fonds de dotation, j'avais une petite question sur le public qui était visé, parce qu'effectivement, c'est d'abord les locataires, tu en as parlé, mais déjà avec l'exemple du prix littéraire, tu as déjà un peu élargi aux élèves qui ne sont pas forcément des enfants qui sont qui habitent dans le parc social. Et moi, donc, ma question, c'était, est-ce que tu envisages un développement, on va dire, universel, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, des services que tu proposes, ou tu es plutôt contrainte à les réserver avant tout à tes locataires? Ça dépend. La réponse est ça dépend. Alors, d'abord, on est très inscrit dans un territoire, donc c'est vrai qu'il faut raisonner de façon relativement large sur le territoire. Et puis le deuxième aspect qui me paraît très important, c'est qu'on a énormément travaillé sur ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire que chaque fois qu'on offre un service aux locataires, on essaye d'offrir le même service aux salariés. On pense aussi d'ailleurs que les salariés le porteront d'autant mieux auprès des locataires qu'eux-mêmes pourront en bénéficier. Alors, selon les services, certains sont accessibles à nos salariés, d'autres ne le sont pas. Si on prend l'exemple de Papernest, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui marche pour les locataires, qui ne marche pas pour les salariés. Mais chaque fois qu'on peut développer aussi le même service pour les salariés, et puis c'est l'inscription dans un territoire, et donc on travaille avec les lycées, mais dans des quartiers où on est implanté, il y a de fortes chances que les parents d'élèves soient locataires chez nous. Et donc, on essaye de faire assez large. Voilà, ça dépend. D'accord. Alors, maintenant, concernant directement le financement de ce bouquet de services, finalement, adossé à une marque, ma question est un peu double, déjà. La première, c'est... ça coûte combien? Et en quelle mesure tu fais appel à ton fonds de dotation? Et j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet, le sujet du fonds de dotation, comment tu l'as créé, comment tu l'as abondé, voilà, et comment tu le gères, d'une part. Et d'autre part, pour toi, l'investissement du bailleur dont tu as la charge dans cette offre servicielle, c'est plutôt quel type d'investissement? C'est plutôt des pertes, c'est plutôt des gains? Comment est-ce que tu mesures tout ça? Comment est-ce que tu le justifies aussi devant ton conseil d'administration? Alors, je vais essayer de répondre en plusieurs temps, peut-être, en parlant d'abord du fonds de dotation. Oui. Donc, le fonds de dotation, il a été créé en 2018 avec un objectif qui était de favoriser l'innovation, c'est-à-dire c'est un laboratoire, en fait. Et donc, on l'a conçu comme tel pour le développement de nouveaux services qui ont vocation, en effet, à rentrer dans le droit commun à un moment, mais il faut les porter au départ. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'accès au sport, au savoir et à la culture.
Voilà le thème du fonds de dotation créé en 2018, très lié évidemment à Alp'Isère Habitat, puisque le choix qui a été fait, c'est que c'est l'actuelle présidente d'Alp'Isère Habitat qui est également présidente du fonds de dotation, mais pas que, c'est-à-dire on a aussi fait le choix d'élargir un peu à l'extérieur, justement, à d'autres partenaires, ce fonds de dotation. Ensuite, on a eu la question de la dotation, du fonds de dotation. Voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en 2018, on venait de faire une plus-value un peu inattendue sur la cession de notre siège. Voilà. On avait déjà on avait fait déjà une dépréciation, on avait passé en perte un certain nombre de choses et contre toute attente, on l'a vendu un peu plus cher que ce qu'on espérait et donc on s'est retrouvé avec une plus-value. Finalement, quand on réfléchit, le siège, c'est un peu... On se l'était payé à l'époque avec l'argent des locataires, peut-être. Et donc, finalement, c'était une façon de restituer cet argent. Et donc, les 300 000 € en gros de plus-value, plutôt que d'être inscrits dans nos comptes comme une plus-value, ont permis de constituer la dotation du fonds de dotation. Et puis, après, il y a eu beaucoup d'évolutions qui se sont faites, c'est-à-dire on était plutôt sur l'idée d'un fonds qui serait un peu autonome, qui trouverait lui-même son propre financement. Et on s'est rendu compte que c'était assez illusoire dans notre domaine d'activité, en tout cas qu'on n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'en gros, si on considérait par exemple qu'on mettait des salariés dans ce fonds et qu'ils devaient trouver les moyens de financer leur propre salaire, on ne finançait pas de projet. Comme l'objectif, c'était de financer des projets, on s'est dit, finalement, l'autre apport d'Alp'Isère Habitat, ça sera de financer la dimension RH, c'est-à-dire ce sont des équipes. Nous avons une direction de l'innovation au sein d'Alp'Isère Habitat. Ce sont des salariés de ces équipes qui vont animer et qui vont faire vivre le fonds de dotation. Donc, on a réglé comme ça, finalement, la question RH. Et donc, c'est ça qui fait qu'il est très intégré à Alp'Isère Habitat. C'est à la fois dans sa gouvernance, mais également dans les moyens. Et donc, les moyens RH, et si on parle de financement, il y a une partie du financement, en effet, qui est apportée par Alp'Isère Habitat sous la forme de salariés d'Alp'Isère Habitat. Mais, malgré tout, on a aussi conçu ce fonds comme un moyen de financer un certain nombre de projets, puisque là, du coup, il est dédié au portage d'un certain nombre de projets. Et donc, on a essayé de définir quelles pouvaient être ces ressources. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, on arrivait à faire que le fonds générait lui-même ses propres ressources et donc pouvait financer un certain nombre de projets et même des projets un peu plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors déjà, un des premiers projets qui a été porté par le fonds de dotation, ça a été de faire des logements en colocation. Alors en Isère, on a la montagne et donc on a un problème de logement des saisonniers. Et donc on a essayé de développer une offre de logements meublés en colocation ou pas, d'ailleurs, dans un certain nombre de résidences, pour permettre tout simplement de loger des saisonniers. C'est le fonds de dotation qui s'est occupé de ça, qui a investi pour acheter les équipements. Et donc, à partir de ça, les produits maintenant générés par la location de ces logements sont reversés par le au fonds de dotation. Et donc, on loge à la fois des saisonniers et puis des jeunes, parfois en colocation. Et donc, ce sont les recettes locatives qui viennent alimenter le fonds. Et ça représente quand même 34% des recettes de ce fonds. Donc, finalement, il génère lui-même ses propres ressources. Deuxième chose, on a développé un certain nombre de services. J'ai parlé tout à l'heure Papernest, ou plutôt abonnez-vous. Voilà. Nous avons dans ces services un commissionnement, c'est-à-dire que chaque fois que nous mettons en relation un locataire avec ce comparateur ou ce service, nous percevons une offre. C'est nous percevons une rétribution. Nous l'avions également quand nous avons développé un service assurance, par exemple. Et donc, finalement, il y a 24% des recettes de ce fonds qui viennent du commissionnement et des services. Donc, le fonds a développé les services, les a portés, et les recettes vont au fonds.
Le troisième, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un prêt impact. Donc, nous avons contracté avec la Caisse d'épargne, donc pour ne pas la citer, enfin je la cite quand même, un prêt impact avec donc du coup des bonifications d'intérêt sous réserve que nous atteignions un certain nombre d'objectifs vertueux. Et ce prêt impact, les bonifications d'intérêt sont versées au fonds de dotation et donc c'est 21% des recettes. Ensuite, nous avons un certain nombre de choses que nous vendons. Nous vendons des paniers, nous vendons parfois des places de spectacle, même si c'est à tarif avantageux. Là aussi, ces recettes reviennent au fond et ça représente 10%. Et puis au bout, nous avons un peu de mécénat quand même. D'accord. C'était un peu l'objectif du fonds. Mais on se rend compte que ce mécénat, il représente 10% des recettes de ce fonds. C'est-à-dire, c'est bien, ça permet de faire des choses, c'est pas énorme. Donc, nous avons un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent sous l'angle du mécénat. Voilà pour le fonds de dotation. Alors, nous avons quelques subventions publiques, parfois de collectivités, pour des projets que nous menons sur leur territoire. Donc là, les subventions, elles vont à Alpizar Habitat, parce que le fonds de dotation ne peut pas recevoir des fonds publics. Et pour autant, bien entendu, s'agissant de projets qui sont portés par le fonds de dotation, ils sont évidemment reversés par Alpizar Habitat au fonds de dotation. Donc c'est essentiellement un financement privé avec un fonds qui génère ses propres ressources. Et au bout, ça nous donne un budget qui fait un peu plus de 100 000 euros par an, en fait, si on ne compte pas la dimension RH. Et donc qui permet quand même de porter un nombre de projets assez conséquent. Là aussi, ça fait partie des évolutions depuis 2018 et la création, c'est-à-dire qu'on a aussi calibré les projets en fonction de ce qui était possible et de ce qu'on pouvait porter avec ce budget-là, donc à la fois en générant des ressources. Et donc, ça s'adapte complètement. Alors, on n'est pas un énorme fonds de dotation. L'autre aspect intéressant dans le fonds de dotation, c'est qu'on est dans un réseau de fonds de dotation. Et donc, on parlait tout à l'heure, alors pas tant à l'intérieur du logement social, mais sur un territoire, il y a des tas d'autres fonds de dotation qui existent. Alors évidemment, on ne peut pas se comparer à des gros fonds de dotation comme celui du CHU, par exemple, où il y a d'énormes programmes de recherche médicale qui sont portés par le fonds de dotation. Et là, c'est une sacrée machine à collecter. Nous, on est beaucoup moins attachés à ça, mais pour autant, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, on est en connexion avec les autres fonds de dotation du territoire, et donc ça fait de nous des acteurs assez particuliers au sein de cet écosystème, et on y est attaché, et ça fonctionne très bien, on échange des idées, on échange des pratiques, et c'est l'autre intérêt aussi de ce fonds de dotation. C'est pas tant de collecter de l'argent que de porter des projets, de les expérimenter et de leur donner la dimension intéressante après. C'est vrai que l'entrée par le fonds de dotation, comme tu viens de le développer, permet de rappeler que finalement, votre action, elle s'inscrit vraiment dans le territoire, quoi. Même si vous avez recours soit à des entreprises nationales, voire internationales avec Claro. non, pas du tout international. Mais c'est leur rêve. C'est leur rêve. Ouais. Mais... Voilà, mais néanmoins, effectivement, s'inscrire dans un réseau de fonds de dotation avec des services qui bénéficient justement non seulement à soit des prestataires, soit à un club de foot, hein, j'ai vu aussi, et bien sûr à vos locataires. Le hockey aussi. Et le hockey, et le hockey, c'est important. On a les brûleurs de loups. et effectivement, ce que tu nous as expliqué, c'est cet équilibre à la fois financier et comptable, hein, finalement, est très... vertueux, parce qu'en partant des capacités du fonds pour ensuite définir des capacités justement d'offres de services. Et ça, c'est en quelle mesure aussi penses-tu que c'est reproductible pour d'autres, là en l'occurrence des OPH? Tu penses que c'est effectivement un outil, une logique qui peut être reproduite dans d'autres territoires? Je crois qu'on a fait quelque chose qui est éminemment reproductible. Voilà. Alors après, ça va dépendre aussi des territoires, bien entendu. Il y a plus ou moins d'appétence là-dessus. Mais finalement, le fonds qui porte des projets, que ces projets eux-mêmes génèrent un certain nombre de ressources et que ces ressources sont affectées au fonds, finalement, c'est un modèle qui fonctionne assez bien. La seule question qui est posée de ce point de vue-là aux collègues, c'est de savoir s'ils sont quand même prêts à investir des moyens humains dedans. Ça, oui. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure approche systémique, approche intégrée ou non. C'est vrai qu'on a le fonds de dotation comme outil, mais en fait qui est intimement lié à Alpizar Habitat.
Et il y a un très gros investissement d'Alpizer Habitat, bien entendu, sous forme ressources humaines. Et donc ça, c'est un choix aussi d'organisation, d'avoir quelque chose qui est complètement porté. On a dans nos orientations stratégiques aussi cette dimension à la fois d'innovation, cette dimension de service, et on l'appelle tout simplement accomplir notre mission sociale. D'accord. Et au travers de cette mission sociale, on porte beaucoup de choses en interne. C'est porté par la gouvernance, c'est porté par les managers et c'est porté par les salariés. Et cette mission sociale, elle permet évidemment de justifier l'action de ton fonds de dotation, si bien que, par exemple, les textes législatifs t'autorisent, te permettent effectivement de déployer toutes ces actions. De la même façon que j'ai dit que le cœur de métier était très très large, je pense que les textes nous offrent beaucoup plus de possibilités que ce qu'on croit parfois et qu'il faut éviter de se mettre à soi-même des obstacles en disant « ça, je peux pas ». Bien, merci. Merci infiniment à tous les deux. Peut-être avant de conclure, vous venez de trouver une très belle conclusion, une toute dernière remarque, l'un ou l'autre souhaiterait faire, peut-être Isabelle Rueff ou peut-être William Le Goff. Là, votre échange est tout à fait fructueux. On a parlé tout à l'heure investissement, mais j'ai entendu aussi William parler de retour sur investissement et de mesure de ce retour sur investissement. Alors évidemment, c'est difficile de mesurer parfois l'investissement, mais on peut le faire. Par contre, on peut mesurer le retour. Et j'ai un exemple très simple qui est justement la lutte contre le non-recours. Alors la lutte contre le non-recours, elle est très portée chez nous en interne, déjà par les salariés. Je vais citer un exemple très précis qui s'appelle l'allocation personnalisée au logement. En fait, il y a eu une réforme qui s'est appelée la contemporanéisation. On a constaté que 1000 locataires chez nous perdaient l'APL du fait de la contemporanéisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut tous les trimestres réactualiser sa déclaration trimestrielle sur quelque chose qu'on faisait tous les ans. Voilà. Et donc, nos salariés courent après les 1000 locataires en question chaque année et arrivent à faire rétablir l'APL. Et donc, finalement, le rétablissement de l'APL, c'est une forme de service qui n'est pas forcément rendu partout. On travaille aussi, Claro nous sert à ça, à avoir, et on est quand même un organisme qui peut s'enorgueillir de voir très régulièrement notre taux d'impayés baisser. On n'a pas eu de hausse des impayés depuis 6 ans. Le contexte est devenu plus difficile, le patrimoine a augmenté, les loyers ont quand même augmenté, les charges ont augmenté, on a une baisse des impayés. Et ça, je crois qu'il faut le voir vraiment comme un retour sur investissement. Effectivement, non, c'est un élément qui est totalement crucial et tangible. Effectivement, et c'est typiquement le champ d'exemple qu'il faudrait avancer, voilà, pour encourager le développement de cette offre de services qui est indispensable finalement, non seulement aux locataires, mais aussi au bon fonctionnement des bailleurs. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre conversation, votre échange et tout ce que vous nous avez apporté. On signale que le rapport sera bien sûr en ligne sur le site de l'AFPOLS très prochainement. Et quant à ceux qui vous ont écouté et regardé aujourd'hui, nous leur donnons rendez-vous pour une toute prochaine émission. Bonsoir à tous.